Alors vous avez dit, Colette Beaune, que le roi, comme tout avec toutes les prophétesses, surtout si elles invoquent les voix de Dieu qu'elle aurait entendues, se font également examiner pour examiner le fait qu'il soit ou elle soit, en l'occurrence pour Jeanne d'Arc, vierge. C'est ce qui s'est passé au château de Coudray. Elle était examinée par une femme qui aurait joué un grand rôle dans cette histoire, Yolande d'Aragon. Rassure-toi, tu n'as rien à craindre. Je suis ton amie. Ce n'est pas que j'ai peur, madame, non. Aucun homme ne m'a jamais forcé. En bataillant à leur côté, tu vas leur voler ce qu'ils pensent n'appartenir qu'à eux seuls. Ils t'en voudront. Leur voler quoi, madame? Le courage? Plus, la vertu guerrière. Ah, les hommes, ils se poussent du coude et répètent en riant ce que chantait autrefois un troubadour. Qu'une honnête femme est plus rare qu'un cygne noir. C'est pour cela que je suis là. Jeanne, je te demande de pardonner ce que je vais faire. Allonge-toi. Relève-toi. Pucelle. Pourquoi était-il si important, Colette Beaune, que Jeanne d'Arc soit pucelle? Les vierges, pensait-on, étaient plus fréquemment que les autres les envoyés de Dieu. Et puis, lorsque sous un chef vierge, il y avait de bonnes chances de remporter la victoire, il y avait de bonnes chances aussi qu'il n'y ait pas beaucoup de blessés et si possible pas de morts. La virginité portait une espèce de baraka. Et donc, on vérifiait systématiquement la virginité des envoyés de Dieu femmes. Alors, quand vous dites on, c'est Yolande d'Aragon qui présidait ce tribunal, entre guillemets, pour vérifier qu'elle était vierge. Yolande d'Aragon, dont on dit qu'elle a été l'artisan, au fond, du mythe Jeanne d'Arc, que c'est elle qui l'a fabriqué de toutes pièces pour galvaniser un peu l'armée française au service de Charles VII. Il faut rappeler qui c'était Yolande d'Aragon, qui était, alors, je crois, Yolande d'Aragon est la belle-mère du roi, la mère de Marie d'Anjou, la femme du roi. Mais le problème, c'est qu'on dit ça de Yolande d'Aragon que depuis 1889. Et que au XVe siècle, nul n'a jamais eu l'idée que la reine Yolande ait pu avoir un rôle dans l'aventure de Jeanne d'Arc. Au moment où Jeanne d'Arc apparaît, il faut bien quand même rappeler que René d'Anjou, à cette époque-là, est le vassal dévoué du roi d'Angleterre. Et que même si change de camp ensuite, ce qui est vrai. Yolande n'a donc pas pu organiser l'apparition de Jeanne d'Arc. Ensuite, c'est vrai, elle donne de l'argent pour l'expédition qui va à Orléans, mais comme beaucoup d'autres. Et après, plus jamais elle ne se préoccupe de Jeanne d'Arc. Autrement dit, temporairement, c'est vrai, Jeanne d'Arc a pu l'arranger. Vous avez évoqué Orléans, ça aussi c'est quelque chose qui rend quand même sceptique aujourd'hui. Comment est-ce qu'une jeune fille qui filait sa quenouille à Don Rémy, qui était une fille de paysanne, qui n'avait aucune expérience militaire ni politique, ait pu prendre la tête d'une armée pour délivrer Orléans, qui était assiégée par les Anglais, et avoir sous son autorité des soldats aussi chevronnés que Dunois, que Saint-Traille, La Hire ou Gilles de Rais? On a du mal à le croire quand même, Colette Beaune. Bon, on a du mal à le croire parce que c'est pas vrai. D'abord, au début, il n'est pas du tout question de lui donner le commandement d'une armée. Il a été question de quoi? La faire marcher comme porte-étendard, avec cet étendard céleste au premier plan devant l'armée, pour que elle leur donne le courage. Il n'y a pas de commandement, en tout cas pas au moment d'Orléans. Par la suite, elle va commander des groupes, mais toujours des groupes finalement pas très très importants. Et on voit très bien qu'elle commande des groupes de plus en plus importants au fur et à mesure qu'elle a de l'expérience. Mais au début, quand elle débarque à Orléans, c'est la caution de Dieu, tout simplement, un porte-étendard. Et puis, elle est chargée aussi de remonter le moral des troupes. Elle parle aux soldats avant l'assaut. Elle leur dit que Dieu est de leur côté et que donc l'assaut va être victorieux. Ça oui. En tout cas, c'est à elle qu'est attribuée la victoire sur les Anglais, Orléans, puis ensuite les autres villes qui seront prises. Pas tout de suite. Au moment où Orléans est prise, il y en a beaucoup d'autres qui disent c'est moi qui ai remporté la victoire, dont le capitaine d'Orléans, dont le chef de l'armée qu'on a envoyé à Orléans, dont elle n'était que l'un des nombreux participants. En tout cas, c'est elle qui est à l'honneur, si on peut dire, après cette victoire à Reims, lorsque, comme ses voix le lui ont demandé, elle va faire sacrer Charles VII roi de France, et elle est là, présente, et puis juste après, voilà que le roi semble l'avoir abandonnée, trahie même presque, puisque lorsqu'elle est capturée, le 23 mai 1430, et jusqu'à son procès et à sa condamnation à mort, le roi Charles VII, qui lui devait tant, n'a pas levé le petit doigt pour elle. Là encore, c'est une chose qu'on a du mal à comprendre, Colette Beaune.
Oui, on a beaucoup pensé que Jeanne était trahie. On a pensé que Jeanne était trahie, surtout évidemment à partir du XVIIIe. Jeanne aurait été trahie par le roi et les nobles et brûlée par les prêtres. Ça correspondait à ce que les révolutionnaires spontanément voyaient. Et il y a eu, en cette fin du XVIIIe, toute une controverse à propos de cela. Le problème, c'est que Jeanne a été trahie, oui, mais par qui? Par Guillaume de Flavie, le capitaine de Compiègne, qui avait refermé un peu trop vite les portes. Mais abandonné Aujourd'hui, on ne surtout. pense Comment pas. se fait-il que Charles VII la Je veux dire, on ne laisse croit plus livrer du tout à à son trahir. sort? À abandonner, le problème est différent. Hein. Il négociait, dites-vous, avec les Bourguignons, en fait, pour Oui. essayer de les faire passer de son côté contre les Anglais. C'est pas le premier homme politique qui fasse deux politiques à la fois, figurez-vous. Oui. Et c'est pas parce qu'on est au 15e qu'on ne sait pas faire ça. D'un côté, on joue la guerre, si ça marche, tant mieux. Et de l'autre, parallèlement, on négocie. Et puis, on voit ce qui sort. Et puis, c'est tout. Tandis que Jeanne est Mais donc, il est vrai qu'il ne s'est pas donné une peine folle pour la récupérer. Mais à sa décharge, il faut quand même comprendre que dans la mesure où l'Université de Paris a accusé Jeanne tout de suite d'hérésie, il ne pouvait guère l'aider parce que qui cherche à aider une hérétique est lui-même hérétique. Oui, parce que Jeanne est jugée à ce moment-là donc à Reims par un tribunal qui cherche à la faire passer pour une sorcière ou une illuminée. En quels vêtements vous êtes apparu Saint-Michel? De ses vêtements, je ne sais rien. Était-il nu? Pensez-vous que Dieu n'ait de quoi le vêtir? Avait-il des cheveux? Pourquoi les lui aurait-on coupés? Qu'avez-vous fait de votre mandragore? Je n'ai pas de mandragore, je n'en ai jamais eu. Près de votre village, n'y en avait-il pas une? Oui, À quoi sert la mandragore? à faire venir l'argent. On le dit, mais je n'en crois rien. Pourquoi mettiez-vous votre anneau et le regardiez-vous en allant à l'attaque? Mes père et mère me l'avaient donné, c'était pour la faire honneur. Les bonnes femmes de la ville touchaient-elles leurs anneaux à l'anneau que vous portiez? Beaucoup de femmes ont touché à mes mains et à mes anneaux, mais je ne sais pas leur cœur et intention. Receviez-vous les sacrements passant dans les villes? Oui, Les receviez-vous en habit d'homme? en habit d'homme, sans armes. À Reims, pourquoi votre étendard fut-il plus porté pendant le sacre que ceux des autres capitaines? Il avait été à la peine, on avait bien raison de le mettre à l'honneur. Death to the Witch, à mort la sorcière, c'est un peu, au fond, cela que cherchent à faire croire les Anglais et les Français qui sont de leur côté, dont justement ce fameux tribunal présidé par l'évêque de Beauvais, Pierre Cochon, c'est-à-dire qu'elle est une sorcière. Les victoires de cette femme ne sont possibles, il faut en tout cas les faire passer pour des victoires dues au soutien du diable, donc à une sorcière avec la mandragore, l'anneau, l'étendard. En quoi est-ce que c'était les signes qu'elle pouvait être sorcière? D'abord, c'est très commode pour les Anglais de dire que Jeanne est une sorcière, parce que cela évite de se poser le problème de savoir pourquoi ils sont battus. Si c'est une sorcière, c'est le diable. Et après tout, devant le diable, ils ne peuvent pas grand-chose, sauf le dénoncer. Jeanne, pense-t-il, a eu toute une série d'objets magiques, l'anneau, l'étendard, la mandragore, qui lui servaient à provoquer les voix, à appeler du secours et à susciter une panique invraisemblable dans les rangs de l'armée anglaise. C'est un mode d'explication par le magique qui est l'inverse du mode d'explication des Armagnacs qui disent pratiquement c'est une sainte. On dit que dans sa prison, elle a été traitée plutôt convenablement, ce qui, selon les historiens dits bâtardisants, c'est-à-dire ceux qui disent elle était de sang royal, que c'est à cause de cela qu'elle a été épargnée. Par exemple, on ne lui a pas infligé la torture comme on le faisait aux sorcières. On ne lui a pas infligé la torture parce que c'est une femme et que les femmes sont de pauvres choses à qui on n'inflige pas la torture à cette époque-là. Et pas du tout parce qu'elle était du sang de France. Traitée convenablement, c'est beaucoup dire, parce que Jeanne elle-même dénonce à plusieurs reprises le fait d'avoir toujours des geôliers sur le dos, le fait d'être en permanence ligotée, le fait de n'avoir pas de lit, etc. etc. Donc sur la notion de convenablement, il y aurait beaucoup à dire. Alors en tout cas, ce tribunal qui l'a fait passer en jugement est présidé, il faut le rappeler, par un Français, donc l'évêque de Beauvais, Pierre Cochon. Nous, par la miséricorde divine, évêque de Beauvais, disons et décrétons que tel un membre pourri, pour que tu n'infestes pas aussi les autres membres, tu dois être rejeté de l'unité de l'Église, retranché de son corps, livré à la puissance séculière. Et nous te rejetons, retranchons, abandonnons, priant toutefois la même puissance séculière de modérer envers toi sa décision, en deçà de la mort et de la mutilation des membres. Évêque, c'est par vous que je meurs. Tout est juste ainsi. Mes voix n'ont pas menti, je serai délivré à grande victoire.
Et c'était un extrait du procès de Jeanne d'Arc de Robert Bresson. Jeanne d'Arc sur le bûcher, criant Jésus juste avant de mourir, si elle est morte sur le bûcher en 1431. Car selon certains historiens qu'on dit survivalistes, elle aurait été remplacée par quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui serait morte sur le bûcher à sa place. Ils affirment que son visage était caché, donc que ça pouvait être n'importe quelle autre femme, et que Jeanne d'Arc aurait survécu, serait réapparue même 5 ans plus tard à Metz sous un autre nom, Claude des Armoises. Alors vous jugez cette hypothèse totalement fantaisiste, Colette Beaune? Oui, j'aimerais bien que ce soit vrai. Parce que moi aussi, ça me ferait plaisir qu'elle ne soit pas morte sur le bûcher. Elle serait morte aujourd'hui. Elle serait morte aujourd'hui. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si on a cru à la survie possible de Jeanne d'Arc, c'est que quand elle est morte, d'abord elle est morte très jeune, et beaucoup de gens encore espéraient en elle. Et il leur semblait franchement totalement impossible qu'elle ait complètement disparu. Et ils ont attendu qu'elle revienne. Ils étaient prêts à croire, je dirais pas n'importe qui, mais finalement oui. Il était nécessaire que Jeanne réapparaisse pour que Dieu n'ait pas abandonné la France. Vous voyez, des choses de ce genre. Mais justement, elle réapparaît sous un nom, Claude des Armoises. Et puis surtout, quand elle réapparaît, on convoque ses deux frères, et ses deux frères la reconnaissent, Colette Beaune. Avouez que c'est quand même troublant. Oui, elle réapparaît près de Metz en 1436, donc 5 ans après. Elle est reconnue effectivement par ses frères. Alors il y a 2 solutions. Soit ses frères n'étaient pas ses frères, nous n'en savons rien, à vrai dire, parce que ça pouvait être d'autres personnes se faisant passer pour ses frères, comme Jeanne elle-même était peut-être pas. C'est très possible. Ah oui. C'est pas impossible. Soit c'était ses frères, parce que je suis bien obligée d'envisager les 2 propositions. Soit c'était ses frères, et dans ce cas, il pouvait franchement penser que depuis que Jeanne d'Arc était morte, eux avaient perdu beaucoup d'argent. L'un de ses frères avait été fait prisonnier 2 fois, il avait dû payer 2 rançons. Les dons du roi à Jeanne d'Arc avaient été assez importants, elle s'était beaucoup enrichie et sa famille aussi quand même dans cette affaire. Et si elle réapparaissait, la famille à nouveau, si vous voulez, se retrouvait dans la faveur du roi et pouvait espérer une vie meilleure. Et donc, même si de vrais frères pouvaient avoir intérêt à ce qu'elle revienne. Et puis, toute autre possibilité, ça faisait 5 ans, ils peuvent aussi éventuellement avoir été de bonne foi. Vous savez qu'il y a le retour de Martin Guerre, là, où, par exemple, où un époux est reconnu par sa femme, et était-elle de bonne foi ou non, nous n'en savons rien. Parce que cette Claude des Armoises, elle a vraiment existé, même si c'était pas Jeanne d'Arc. Cette Claude des Armoises a vraiment existé, c'était une aventurière dont on suit à peu près les aventures dans les compagnies de gendarmes de l'époque. On suit ses déplacements. Elle savait elle aussi bien monter à cheval. Elle n'était pas timide avec les hommes. Elle ressemblait peut-être vaguement physiquement à Jeanne. Ça, c'est très probable. Mais autrement, c'était à peu près le contraire. Comment expliquer le succès justement de livres, d'hypothèses déjà anciennes, elles datent du 19e siècle, qui disent elle a survécu, qui disent c'était une fille de sang royal, ce qui expliquerait tout. Et en quoi est-ce qu'elles sont choquantes, Colette Beaune? Ces hypothèses prouvent une chose dont il faut plutôt se féliciter, c'est qu'on s'intéresse toujours à Jeanne d'Arc et qu'il y a toujours des choses à chercher en matière d'histoire de Jeanne d'Arc. Et de ce côté-là, ma foi, ça me paraît pas une mauvaise chose. Et que l'historien, de temps en temps, avoue, ou plus exactement, qu'il dise jusque-là je sais et après je ne suis pas sûre. Ce qui n'est pas le cas, selon vous, donc des auteurs de ce livre que vous réfutez dans le vôtre, qui est donc Jeanne d'Arc, Vérités et légendes, un livre publié chez Perrin, de même que un livre plus ancien, La biographie de Jeanne d'Arc, que vous lui avez consacré, publié en 2004 chez Perrin, et qui a reçu le prix du Sénat du meilleur livre d'histoire. À lire aussi, pour être objectif, justement l'ouvrage dont vous démontez les affirmations de Roger Saint-Zik et Marcel Gay, L'affaire Jeanne d'Arc, publié chez Florent Massot en 2007. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants: Le procès de Jeanne d'Arc de Robert Bresson, disponible en DVD chez MK2 Éditions; Jeanne la Pucelle de Jacques Rivette, édité en VHS chez Citel Vidéo; Jeanne d'Arc, Le pouvoir de l'innocence, un téléfilm de Pierre Badel. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Lédouine Caron et Antoine Viossa, documentation et archives Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.